Aude, c'est le prénom. Ok. Ouais, j'avais deviné en regardant les autres derrière, du coup. Très joli prénom, par ailleurs. Alors, le contrôle continu est le 13 mars ou le 27 mars. Est-ce que je connais les horaires? Non, je ne connais pas les horaires. Je crois que c'est 11 heures, mais j'en mettrai pas ma main à couper. Et c'est le 13 ou le 27, je ne sais plus. Je vais regarder tout de suite dans mon agenda pour vous donner la réponse, que ce soit fait. Donc, c'est pas le 13, c'est le 27 mars. Voilà. Donc, on dit un gène pléiotrope ou une mutation à effet pléiotrope. Après, si vous dites une mutation pléiotrope, je ne pense pas qu'on va vous embêter là-dessus. Ça n'a pas été décalé au 13 mars. Je ne suis pas au courant si ça a été décalé au 13 mars. Et donc, je vois que vous discutez entre vous là-dessus. Est-ce que je peux réexpliquer les mutants conditionnels? Alors oui, je peux réexpliquer les mutants conditionnels. Donc Zoé, vous avez raison, c'est une notion qui est compliquée. D'ailleurs, j'ai eu une discussion quand j'ai fait le QCM, j'ai posé une question sur un mutant, j'ai dit qu'il était, je demandais s'il était conditionnel, et pour moi, il ne l'était pas, et M. Supleski, qui a relu mes questions, m'a dit, bah, si, c'est un mutant conditionnel. Donc, vous voyez, comme quoi, c'est pas des trucs qui sont si simples que ça. J'ai fini par être convaincu par M. Supleski, donc j'ai enlevé ma proposition. Alors, un mutant conditionnel, c'est un mutant qui, dans certaines conditions, a un phénotype mutant et dans d'autres conditions, a un phénotype sauvage. Okay. Donc, on pourrait presque se dire que la plupart des mutants sont conditionnels. On réserve généralement cette notion aux mutants qui sont cryosensibles ou thermosensibles. Et éventuellement à des mutants qui vont être sensibles au pH. Okay. C'est-à-dire quand un événement extérieur à l'individu influe sur le phénotype observé sans être directement impliqué dans ce phénotype a priori. Généralement, on s'intéresse, comme je vous le disais, à des mutants qui sont thermo-cryosensibles parce qu'il s'agit de mutants qui vont déstabiliser la protéine et en changeant la température, elle va être capable d'adopter sa conformation normale, native, qui lui permet d'avoir son activité protéique. Et quand on change la température, elle se retrouve dans une conformation qui est anormale et qui ne permet pas d'avoir la fonction normale. Est-ce qu'on aura un autre QCM lundi? Alors, vous avez la liste des dates, exactement, Bianca. Ce n'est pas lundi prochain, c'est le jeudi d'après. Mais le lundi qui suivra, vous en aurez encore un autre. Donc, vous en aurez deux assez rapprochés. OK. Monsieur? Oui, je vous écoute. Lundi, dans le QCM, une question que je n'ai pas bien compris. Je ne vous ai pas entendu, je suis désolé, le son a bugué. Lundi, pendant le QCM, j'ai une question que je n'ai pas bien compris. Qui est un crible positif ne nécessite généralement pas plus d'une étape sur milieu solide. Je ne comprends pas pourquoi c'est faux. Un crible positif ne nécessite généralement pas plus d'une étape sur milieu solide. Sur milieu solide. Faux, ça? Ouais. Ah. Et on va reprendre un crible positif. Alors un crible positif, vous pouvez m'en citer un? Dans quel cas vous utilisez un crible positif, par exemple? Pour sélectionner des mutants ayant subi un gain de fonction phénotypique. Exactement. Gain de fonction phénotypique. On fait un crible positif. C'est-à-dire que je vais étaler sur milieu solide, c'est de la levure évidemment, sur milieu solide mes levures, et seules celles qui sont capables de former une colonie auront la propriété qui m'intéresse. Et donc, vous avez raison, une seule étape est suffisante normalement. Donc, si ce n'est pas ça qui était dans la correction, c'est qu'il y a une erreur dans la correction. D'accord, ok, merci. Je reviendrai dessus. Vous vous souvenez de l'intitulé de la question? Célia? Pardon, vous pouvez répéter? Est-ce que vous vous souvenez de l'intitulé de la question pour que je la retrouve plus facilement? Oui, je l'ai souligné. C'est à propos des cribles des mutants, et moi, c'était la question 3 que j'ai eue. Je ne sais pas si ça importe beaucoup. Okay. Non, après ça, c'est aléatoire.
Excusez-moi, monsieur. Ouais. Juste pour dire, je crois que j'avais la même chose, j'avais remarqué aussi, mais je pensais que c'était... Enfin, je ne m'étais pas posé la question, du coup, mais effectivement, j'avais remarqué la même chose, et du coup, j'ai eu faux pareil à la même question. Donc, Ok, je vous corrige ça. Merci. Ça marche. Alors, pendant ce temps-là, les questions... Voilà, je vois que Laure nous a ressorti les dates. Qu'est-ce que vous êtes bavard sur le chat? Enfin, il faut dire, vous êtes nombreux, vous êtes quasiment 200. Donc ça, c'est fait. Donc les mutants indépendants, ça c'est une autre notion qui est importante. Je suis d'accord avec vous. La notion de mutant indépendant, 2 mutants sont indépendants s'ils sont issus d'une mutagénèse différente. Donc, je reprends l'exemple de la levure parce que c'est quand même le plus simple. Vous avez un Erlenmeyer dans lequel vous avez votre culture de levure, vous irradiez cette culture et vous sortez de là un seul mutant. Vous prenez un autre Erlenmeyer, vous irradiez la culture, la nouvelle culture, vous récupérez de là un mutant. Ces 2 mutants, ils sont indépendants. Ils sont indépendants parce qu'ils ne peuvent pas être issus d'une même cellule mère qui a subi une même mutation. C'est-à-dire qu'ils vont être porteurs de 2 mutations différentes qui peuvent affecter le même gène ou pas, mais ils vont être porteurs de 2 événements mutationnels indépendants. Par opposition, je prends 2 mutants qui sortent du même Erlenmeyer, il est possible que ces 2 mutants ils soient issus d'une cellule mère qui a subi la mutagénèse ou qui soit un mutant spontané et qui ait donné ces 2 cellules filles que j'ai isolées. Dans quel cas, ces 2 mutants ne seront pas indépendants. Donc, pour s'assurer qu'on a des mutants indépendants, on part de mutagénèse différentes. Si on s'intéresse à de la drosophile, je vais irradier ou je vais faire une mutagénèse chimique ou génétique sur des drosophiles. Je vais partir, je vais muter. En général, on fait la mutagénèse chez le mâle parce que le mâle, il peut fertiliser plein de femelles. Donc, je mutagénise un mâle, je le croise avec 3-4 femelles. Je mutagénise un autre mâle, je le croise avec 3-4 autres femelles, et je vais prendre un seul mutant dans la descendance de chacun de ces mâles. Et comme ça, je serai sûr que ces descendants qui seront mutants et qui auront le phénotype qui m'intéresse, ils seront indépendants. Okay. Monsieur ? Oui, je vous écoute. Moi, j'aimerais bien, en fait, moi, la dernière question que j'ai eue, je ne l'ai pas du tout compris, et j'avoue que j'ai répondu la majeure partie au hasard. Ok. C'est à propos de la levure résistante à la 5-fluorouracile. Ouais. Est-ce que vous pourriez réexpliquer ouais, je vais vous la question? Ouais, je vais même la montrer à tout le monde. Merci. Alors, un petit partage. Je ne sais pas si c'est exactement cette version-là, parce que, encore une fois, ça a été corrigé par mon collègue et je n'ai pas été récupérer ce qu'il a fait. Voilà. La question, c'était, on sélectionne une levure résistante à la 5-fluoro... uracile à partir d'une souche sensible à la 5-FU, un analogue de base qui est toxique. Ouais. Donc, cette 5-fluorouracile, c'est un analogue de l'uracile, mais qui a un groupe fluor en position 5, et donc c'est toxique. Okay. On part d'une souche qui est sensible, et on veut sélectionner une levure qui est résistante. Ok ? Est-ce que cette levure, elle a un phénotype qui est un gain de fonction phénotypique? Bah oui, elle devient résistante. Elle acquiert la capacité à former des colonies en présence de 5-fluorouracile. Donc c'est un gain de fonction phénotypique. Est-ce que on propose quoi? Si la mutation responsable de cette résistance confère également un phénotype arabinose-moi, on peut dire que la mutation est pléiotrope. Donc oui, parce que le phénotype arabinose-moi, c'est un caractère différent. Donc être capable ou non de former des colonies quand on n'a que l'arabinose comme sucre, c'est un caractère différent d'être capable ou non de former une colonie quand il y a de la 5-fluorouracile. On est d'accord. Donc, si cette mutation qui conférait la résistance à la 5-fluorouracile conférait aussi un phénotype arabinose-, ce serait une mutation qui affecterait un gène pléiotrope.
En rouge, vous avez les bonnes réponses et en noir, les mauvaises. La mutagénèse aux UV qui a généré cette levure mutante ne tue pas de levure. C'est évidemment faux, je vous l'ai expliqué la dernière fois, enfin c'est évidemment de mon point de vue. C'est faux pourquoi? Parce que quand on fait la mutagénèse, on va tuer un maximum, enfin on va tuer 99% des levures, et on va s'intéresser aux 1% qui ont survécu, qui ont accumulé plein de mutations partout dans leur génome, et notamment dans les gènes qui vont nous intéresser, enfin ça augmente la fréquence de mutants dans les gènes qui nous intéressent. Donc ça augmente notre fréquence d'avoir des levures qui sont résistantes à la 5-fluorouracile. C'est ce qu'on voyait dans un des premiers cours où vous aviez la fréquence de mutants sans mutagénèse, et puis on voyait que quand on faisait la mutagénèse aux UV, on avait 100 fois moins de levures, mais on avait augmenté le nombre de mutants d'un grand nombre. Ça évite d'avoir à étaler plein de boîtes de pétri. Cette levure est un mutant conditionnel. Alors celle-là, elle a été changée. C'était justement la proposition que j'avais proposée et on n'était pas d'accord avec M. Supesky. Donc cette proposition-là a été supprimée. Alors, je vais la supprimer de mon fichier. Autre proposition, cette levure est un mutant indépendant de la souche sauvage. Ça ne veut absolument rien dire, cette proposition-là. Un mutant indépendant de la souche sauvage, ça ne veut rien dire. Okay. Des mutants, ils peuvent être indépendants les uns des autres, mais ils ne peuvent pas être indépendants de la souche sauvage. Encore une fois, des mutants indépendants, c'est des mutants qui sont issus d'une mutagénèse différente, c'est-à-dire qui ont des mutations qui sont forcément différentes. Et cette levure est un mutant de production. Là, il n'y a pas de notion de production ou de consommation, puisque ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire à la survie de la levure, c'est quelque chose qui est toxique. J'aurais pu mettre à la place de la 5-fluorouracile, si on avait été chez une bactérie, j'aurais pu mettre de la pénicilline. La bactérie Escherichia coli ne produit pas de pénicilline et elle n'en a pas besoin pour former des colonies. Donc là, c'est la même chose. C'est juste quelque chose de toxique. Est-ce que c'est plus clair comme ça, avec ces explications? Oui, merci. Ok, je vous en prie. Alors, j'ai loupé, je vais arrêter le partage. Hop, comme ça, je revois. Dans la question, la levure résistante dans le CC, une des réponses dit que si la mutation responsable de cette résistance confère également un phénotype, bon, c'est ce que je viens de vous dire. Ok, donc encore une fois, si vous me dites que la mutation est pléiotrope, je l'admets sans problème. Oui. Alors, Mohamed, je ne sais pas de quoi vous parlez, d'accord, parce que je voulais être sûr que c'est une perte de fonction phénotypique, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais bon. Alors, F1 par F1, ça sert à savoir si la mutation est sur un seul gène. Alors, la formulation de Coraline, je ne suis pas entièrement d'accord. Si on a 75%, 25%, non, point d'interrogation. Donc, si vous faites un croisement F1 par F1, effectivement, si la différence entre les deux souches parentales, c'est-à-dire les souches qu'on a croisées pour obtenir la F1, si ces deux souches ne diffèrent que pour un gène concernant le ou les caractères qui nous intéressent. Okay, c'est-à-dire s'il y a une mutation dans un seul gène, et pas plusieurs mutations qui seraient mises en jeu. Donc, effectivement, dans ce cas-là, on attend 3 quarts, 1 quart. Oui, Coraline, je vous écoute. À la question à propos de l'analyse génétique des mutants, c'est la deuxième proposition, je ne comprends pas. Attendez, parce que je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais hop, on va repartager ça. CTRL F, à propos. Donc celle-ci. La mutagénèse consiste à sélectionner des mutants. Non, ça consiste à provoquer des mutations. La mutagénèse consiste à augmenter la fréquence de mutants, tout à fait. C'est pas celle-là, c'est l'analyse génétique des mutants. Ok, alors à propos de l'analyse génétique, c'est ça que vous me dites? Oui. Voilà. Chez la drosophile? Oui. Ah oui, il y avait pu marquer chez la drosophile parce que de toute façon, il y avait de la levure dedans.
Hop, donc je modifie le passage. Alors, chez la drosophile, le test cross consiste à croiser la F1 par la souche mutante. Eh ben, c'est faux, c'est par la souche qui porte le phénotype récessif par rapport à la souche, par rapport au phénotype sauvage. Chez la drosophile, le croisement F1 par F1 permet de déterminer si un seul gène diffère entre les deux souches parentales et d'exclure que d'autres différences génétiques existent entre ces deux souches. C'est faux. Ça n'est vrai que pour un caractère qui est le caractère qu'on étudie. Okay, il y a probablement plein d'autres différences entre les deux souches. Okay. Chez la drosophile, le croisement F1 par F1 permet de déterminer si un seul gène diffère, donc c'est le même début de phrase au-dessus, entre les deux souches parentales, mais uniquement, et c'est ça qui est important, mais uniquement pour les gènes impliqués dans le contrôle du caractère étudié. Après, chez la drosophile, la F1 permet de faire le test de dominance-récessivité, c'est vrai, et chez Saccharomyces cerevisiae, le croisement de levures diploïdes permet de faire un test de dominance. C'est évidemment faux, puisque chez Cerevisiae, on va croiser des levures haploïdes pour obtenir un diploïde. Du coup, la notion de F1 par F1 n'existe pas chez la levure, puisqu'on va avoir directement l'information de ce qu'il y a de produit par la méiose en étudiant les spores suite à la méiose. Et qu'on ne peut pas croiser des F1 par F1, parce qu'on ne peut pas croiser des diploïdes par des diploïdes, contrairement à ce qu'on fait pour la drosophile. OK? Alors... la question de... C'était fait. Je ne sais plus du tout où j'en suis, du coup, avec vos commentaires, parce que il y avait combien de questions dans la banque de questions? Il y avait toutes les questions en triple, donc 7 x 3, 21. Il y avait 21 questions, vous en aviez 7. Pléiotrope, ce n'est pas forcément un gain et une perte de fonction phénotypique, ça peut être 2 gains de fonction phénotypique, par exemple. Tout à fait, ça peut être 2 gains de fonction ou 2 pertes de fonction phénotypique, Romain, vous avez raison. 2 mutagenèses, Zoé, vous avez marqué 2 mutagènes. 2 mutagénèses différentes peuvent jamais donner des mutations identiques sur au moins un organisme. Il n'y a pas une probabilité toute petite pour que ça donne 2 mutations identiques. Si, évidemment, ça peut arriver, mais c'est très peu probable. Donc vous avez raison, Zoé, ça peut arriver. D'ailleurs, il y a certaines pathologies qui sont dues à il y a des mutations qui sont plus fréquentes que d'autres, alors que les mutations sont apparues a priori de manière indépendante. Donc, ça peut arriver, mais ce n'est pas le cas général. Lina, pour la pléiotropie, j'avais compris qu'une mutation peut entraîner à la fois le gain d'une capacité et la perte d'une autre. Donc, on a rediscuté de ça déjà. Léa, du coup, pour le CRIP positif, il y a combien d'étapes en milieu solide? Donc, une étape. Solena, j'avais une question par rapport aux différentes séries. Comme on a le feedback que de notre série, que les questions vont revenir lors des autres QCM, allez-vous mettre un fichier sur Moodle avec toutes les questions? Non, puisque c'est les mêmes concepts en fait. En fait, vous avez eu 7 questions, chacun et chacune, et c'est les mêmes concepts qu'on retrouve. Il y a le même genre de questions. Vous avez tous eu un mutant de production, tous eu un mutant de consommation. Alors, soit gain de fonction, soit perte de fonction. Donc, soit, par exemple, un galactose plus et un maltose moins, ou un maltose moins, un arginine plus et un tryptophane moins. Enfin, voilà. Donc, si vous avez compris le concept, c'est toujours la même chose. Il y a juste les premières questions qui étaient un petit peu différentes, mais ça, on en a discuté là. OK. Alors, Léa, dans le cours, il y a une étape solide non sélective et une dans un milieu sélectif. Vous faites référence à quel cours? Quand on fait le diploïde, oui. Quand on fait une mutagénèse, non. Quand on fait la mutagénèse, je fais ma mutagénèse et si c'est un crible positif, je sélectionne immédiatement sur le milieu sélectif.
ce qu'on vous mettait, c'était la première chose, c'était pour déterminer le titre. La bande du haut avec plein de boîtes de pétri sous les tubes avec les dilutions, c'était pour identifier la concentration en levure. Je vous écoute, Léa. Ça vous va comme commentaire? Oui, mais parce que du coup, comme moi j'avais vu les deux Ouais. lignes, je pensais que du coup il y avait deux milieux. Enfin, c'est pas très. Ok, je comprends. Vous voyez l'intérêt de ces petits QCM de resituer. Merci. Alors, Lucas, est-ce que d'une semaine à l'autre, les questions sont réutilisées? EES, in French. Attention, hein, je vous ai à l'œil, Lucas. Ouais, effectivement, les questions seront réutilisées, elles seront rajoutées. Alors évidemment, sur les 7 questions, vous en aurez des nouvelles et puis vous aurez quelques anciennes. Ouais, comme ça, mon but, c'est évidemment de m'assurer que les concepts ils sont rentrés. Donc, je vais regarder les questions qui sont le moins bien passées et je vais réutiliser celles-là. Les concepts qui sont déjà acquis, j'ai aucune utilité de les remettre. Voilà, mon but, c'est ça. Oui, vous inquiétez pas, Zoé, je ne m'offusque pas des fautes de frappe. Je sais bien, dans le chat, c'est toujours un peu compliqué. On est pressé et puis il n'y a pas mort d'homme. Seydou, on n'a pas tous les mêmes questions. Je suppose qu'il y a la question, moi, je ne l'ai pas. La question 7, là? Alors, c'est là, en fait, je vous ai menti, il n'y avait pas 21 questions, il y avait la 7 que vous aviez tous. Mais après, vous voyez, j'ai la 6C, j'ai la 6B, j'ai la 6A. Donc là, fructose plus, saccharose moins, maltose moins. Là, j'avais tyrosine moins, aspartate moins et arginine plus pour les 5. Et pour la 4, c'était un peu différent, mais ça reprenait ce que vous aviez vu en TD1 et en cours. Donc, il y avait à propos de l'analyse génétique de mutants. La méiose et la mitose de cellules diploïdes ont en commun. Voilà. À propos de la méiose, à propos des cribles de mutants, les mutants suivants sont recherchés par un crible positif. Les mutants suivants sont recherchés par un crible négatif. On sent l'originalité. Hein. À propos des cribles de mutants, la levure Saccharomyces cerevisiae, un petit descriptif de ce que c'était. Quelles sont les phrases suivantes qui sont scientifiquement correctes? Si je cherche à étudier la couleur du pelage des chats, alors le phénotype d'intérêt, les phénotypes, les caractères, donc c'était vraiment sur la notion phénotype-caractère, quoi. Et gène, et la nomenclature en génétique. Et un homme muté dans un gène porté par le chromosome X est, voilà. Donc, vous voyez des notions, qu'est-ce que c'est que homozygote, hétérozygote, hémizygote, un chromosome, un autosome, voilà, ici la nomenclature génétique, la notion phénotype-caractère et le lien avec les gènes et les allèles. Donc vraiment, on reprend les notions qui étaient au tout début. Alors, je vais continuer à voir ça. Yasmine. Monsieur, j'ai une question. Pourquoi pour aspartate moins, la bonne réponse c'est ce sont des levures mutantes pour la production d'aspartate. Je ne comprends pas parce que c'est une perte de fonction et donc la levure est incapable de produire de l'aspartate. Oui, on est d'accord, c'est ça que ça veut dire. Ce sont des levures mutantes pour la production de l'aspartate. Elles sont mutées dans la voie de production de l'aspartate, si vous préférez. Yasmine, j'espère que c'est plus clair. C'est comme ça. Sinon, n'hésitez pas à remettre un commentaire ou à prendre la parole. Aurélie, monsieur, pour la question à propos de la méiose, je ne comprends pas pourquoi elle permet de générer des cellules diploïdes à partir d'une cellule tétraploïde. Mais puisque la méiose, ce qu'elle fait, c'est qu'elle diminue la ploïdie d'un facteur 2. Donc, si vous partez d'une cellule qui a tous ses chromosomes en 4 exemplaires, eh ben, vous allez, à l'issue de la première division de méiose, diminuer d'un facteur 2 le nombre de chromosomes. Donc, vous allez passer de 4 chromosomes homologues à 2 chromosomes homologues. Et au cours de la deuxième division, vous séparerez, comme d'habitude, les chromatides sœurs.
Donc vous aurez bien à l'issue de cette méiose 4 cellules qui seront diploïdes, alors que vous étiez parti d'une cellule qui était tétraploïde. J'espère que c'est plus court aussi. Ok. Alors vous n'avez pas compris, Nana, Fouzia, ça va être Fouzia plutôt, votre prénom. Là, 2A, vous me dites. Quelles sont les phrases suivantes qui sont scientifiquement correctes? Alors, le traitement à la pénicilline a permis de sélectionner des mutants résistants à la pénicilline. Oui, effectivement. C'est sûr? Oui, je vous Non, écoute. c'est pas cette phrase, c'est plutôt sur la levure Saccharomyces cerevisiae. Ok, celle-ci. Donc, la levure Saccharomyces cerevisiae, c'est un organisme haplodiplobiontique, c'est-à-dire qu'elle peut avoir un cycle avec des mitoses au stade haploïde et au stade diploïde. Par opposition à nous qui sommes des diplobiontiques, okay, qui avons une étape haploïde qui est réservée au niveau germinal. C'est un champignon ascomycète parce qu'il fabrique des asques. Okay, c'est la famille de cette levure. De la même manière que nous, on est des mammifères. Elle peut faire des mitoses à l'état haploïde et à l'état diploïde, donc c'est redire ce que c'est que haplodiplobiontique. Et elle peut faire des méioses à l'état diploïde uniquement, donc la dernière proposition qui était haploïde et diploïde était fausse, puisqu'on ne peut pas faire une méiose à partir d'une cellule qui est haploïde, parce que sinon on perdrait la moitié des... Enfin, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas passer de 1N à 1 demi-N, ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est plus clair, Fouzia? Oui, merci. Ok, je vous en prie. Les mutants conditionnels ont un phénotype sauvage en conditions permissives et un phénotype mutant en conditions restrictives. Je n'ai pas compris cette proposition. Alors, un mutant conditionnel, en conditions permissives, il a le phénotype sauvage. C'est-à-dire, par exemple, c'est un mutant qui est sensible à la température. À faible température, il va avoir un phénotype sauvage, et quand on va élever la température, il va y avoir le phénotype mutant qui va apparaître. C'est vraiment la définition du mutant thermosensible. Ok, ouais, vous avez un petit glossaire qui vous a été mis, c'est vrai. Ok. Ah, vous ne voyez pas l'écran, oui, j'avais oublié de vous le repartager. Bon, c'est pas très grave, je vous ai lu les propositions. Si on parle de diminuer d'un facteur 2, pourquoi on parle de réplication? Alors, j'ai eu cette discussion avec mes collègues. Effectivement, dans le TD1, vous n'auriez pas dû avoir, il y avait 2 propositions qu'on vous a dit qui étaient justes et qui ne l'étaient pas. Dans une méiose, il n'y a pas de réplication. La réplication, c'est en phase S. Okay. Ce n'est pas vraiment dans la méiose, c'est en amont de la méiose. De la même manière que c'est en amont de la mitose. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de questions dans cet esprit-là ici. Donc, vous avez une réplication. La réplication, ce qu'elle fait, elle n'augmente pas le nombre de chromosomes, Mohamed. Elle augmente le nombre de chromatides dont sont faits les chromosomes. Au lieu d'avoir des chromosomes à une chromatide, vous avez des chromosomes à 2 chromatides. Et dans la mitose, vous allez reséparer ces chromatides et vous allez garder le même nombre de chromosomes. C'est-à-dire qu'une cellule diploïde qui fait une mitose, elle a tout le temps 2 N chromosomes. Mais en quantité de chromatides, en phase S, elle double la quantité d'ADN, parce qu'elle double ses chromatides, et à la fin de la mitose, elle sépare, elle donne 2 cellules qui ont retrouvé des chromosomes à une chromatide. Au cours de la méiose, c'est plus compliqué. Vous avez une cellule qui est 2N avec, en G1, 2N chromosomes à une chromatide. En S, 2N chromosomes à 2 chromatides, exactement comme avant la mitose. Et à la fin de la première division de méiose, vous avez N chromosomes à 2 chromatides. Et à la fin de la deuxième division de méiose, vous avez 4 cellules qui ont chacune N chromosomes à une chromatide. Alors, Bianca, vous avez une question sur le défaut catabolique. Alors, cela veut dire qu'il s'agit d'un mutant d'anabolisme? Oh, non, du tout. Alors, catabolisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire dégradé.
anabolisme, ça veut dire fabriquer. Ok? Donc un mutant d'anabolisme, c'est un mutant qui n'est pas qu'un défaut d'anabolisme ou un mutant d'anabolisme, c'est un mutant qui est incapable de fabriquer quelque chose. Par exemple, un acide aminé. Et au contraire, un mutant de catabolisme, catabolique, un défaut catabolique, c'est l'incapacité à consommer quelque chose, comme un sucre, par exemple. Okay? C'est un problème de consommation. Donc, production, anabolisme, et catabolisme, c'est la destruction. C'est la consommation. Et donc, Mohamed, vous avez un... je vais revenir à votre question parce que du coup, j'ai oublié. En méiose, pourquoi... Voilà, ça saute trop vite. Pourquoi on parle de réplication? Si on parle de diminuer d'un facteur 2, ce qu'on diminue d'un facteur 2 au cours de la méiose, c'est le nombre de chromosomes. On passe de 2 N chromosomes à N chromosomes pour une cellule diploïde à l'origine. Pourriez-vous refaire le schéma du croisement dans le cas de gènes physiquement indépendants? Ah ouais, bien sûr. Je peux le faire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va attaquer le cours et puis on va commencer comme ça. Pour le prochain QCM, il y aura les trucs de statistiques? Ouais, tout à fait. Mais on va en voir là des stats, ne vous inquiétez pas. Ok. Okay. Alors, normalement, vous voyez mon diaporama. Et hop, nous sommes le 4 mars. Et donc, la question qui était posée par rapport à deux gènes. Alors, j'ai déjà oublié ta question. Et puis, évidemment, maintenant, je ne vois plus les commentaires. On va reprendre le chat. Le schéma du croisement dans le cas de gènes physiquement indépendants. Okay. Ouais, vous savez quoi, je vais prendre une diapo. Je vais faire une diapo qui va être vide. Et je vais vous faire un petit schéma dessus. Donc ici, je vais repartir de cette diapo-là, là-dessus. Je vais dessiner là-dessus. Ok, alors, qu'est-ce que je fais de mon petit crayon? Voilà. Donc, vous avez 3 cas quand vous avez 2 gènes. Ok. Cas. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je lui dise d'aller dessiner. Ok. Cas numéro 1. 2 gènes. Physiquement, je vais vous le symboliser comme ça. Indépendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une cellule qui a en G1, c'est mes centromères, j'ai le gène A et le gène B. Ok? Monsieur, on voit pas votre écran. Ah, vous voyez pas mon écran là? Non. Ok. Je vais arrêter le partage et je vais Je voyais pas ce que vous écrivez. Je sais pas si vous étiez... Ouais, je remets. Ok. Est-ce que vous le voyez cette fois-ci? Ok, super. Monsieur, tout à l'heure, on voyait ça aussi, mais on ne voyait pas ce que vous montrez, je pense. Et là, vous voyez ce que j'ai écrit ou pas?
peut-être juste la fenêtre que vous partagez qui n'est pas la bonne. Ouais. Je vais dire partager autrement. On reprend ça. Voilà. Et là, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Ah, ok, génial. Donc, vous avez vos deux gènes indépendants, petit a, petit b. Ça, c'est votre cellule qui est en phase G1. Ok. Ah, pourquoi il me saoule avec ça, là? Excusez-moi, c'est toujours un peu compliqué de naviguer entre les deux écrans. Laisse-moi dessiner, toi. Donc ça, c'est en G1. Je ne sais pas pourquoi il m'a changé de couleur sans que je lui demande rien. Vous avez la phase S, ça va vous donner la cellule en G2. Et en G2, vos chromosomes, alors ils ne sont pas compactés en vrai, hein, mais bon, je vous les dessine comme s'ils étaient compactés. Voilà vos chromosomes. Okay. Je vous ai dit physiquement indépendant, là j'ai fait physiquement lié, excusez-moi. Ça c'est physiquement lié. Donc, vous avez petit a et petit b qui sont situés là. Hein. Petit a, petit b, petit a, petit b. Donc on est d'accord, on a des chromosomes qui ont 2 chromatides. Et puis je vais faire ma méiose avec 2 cellules qui vont chacune récupérer un chromosome avec ces 2 chromatides. On a notre division réductionnelle. Je réduis le nombre de chromosomes. C'est-à-dire j'ai la même quantité d'ADN global que ce que j'avais en G1, mais au lieu d'avoir 2 chromosomes, un d'origine paternelle, un d'origine maternelle, et bien là, j'ai juste celui d'origine paternelle ou juste celui d'origine maternelle. Donc pour l'instant, là, je fais comme si mon individu de départ était homozygote, peu importe. Et puis après, j'ai ma deuxième division, hop, qui, elle, va réduire. Là, j'ai petit a, petit b, petit a, petit b. Voilà. Donc, tout ce que j'ai, c'est des cellules qui sont chacune avec un chromosome de chaque paire. Là, chaque fois, là, j'ai représenté qu'une paire de chromosomes homologues. Okay. Donc, si ma cellule de départ était homozygote, bah, j'ai 4 cellules qui sont identiques. Si maintenant, ici, j'avais grand A et grand B, donc les individus, ma cellule de départ était hétérozygote pour le gène A, hétérozygote pour le gène B, là, je vais avoir, si je n'ai pas de crossing over, 2 cellules qui vont être grand A, grand B, et 2 cellules qui vont être petit a, petit b. Okay. 2 gènes liés. Et éventuellement, si j'ai eu un crossing over, ben, je vais avoir de temps en temps grand A associé à petit b ou petit a associé à grand B. Okay. Et le crossing over, il intervient ici. Ça va pour tout le monde? Cas numéro 2. 2 gènes physiquement indépendants. Cette fois-ci, je vais le faire vraiment. Okay. Donc là, s'ils sont physiquement indépendants, je suis obligé de représenter 2 paires de chromosomes. Alors, pour bien les distinguer, je vais faire un chromosome péricentrique et un chromosome acrocentrique. Donc, ils ne sont pas organisés de la même manière, quoi. Donc là, j'ai l'allèle petit a, là, l'allèle grand A. Donc, les 2 chromosomes homologues qui portent le gène A. Puis là, petit b et grand B. Et là, je me place directement dans le cas d'individus qui sont hétérozygotes. Première division, enfin, phase S, pardon. Hop, j'ai donc des chromosomes à 2 chromatides. Hop, je ne vais pas vous remettre les petits A, les grands A. Hein. Hop. Voilà. Et puis, donc ça c'est ma G2, ça c'était ma G1.
je fais ma première division de méiose. J'ai donc par je suis en train de vous faire un peu n'importe quoi. Hop. Et hop. Dans chacune des cellules issues de la première division de méiose, j'ai récupéré un chromosome de la première paire et un chromosome de la deuxième. Alors là, de manière aléatoire, j'ai soit récupéré le chromosome qui était porteur de petit a dans la cellule qui est porteuse de petit b, ou j'ai récupéré petit a dans la cellule qui a récupéré grand B. Et ça, c'est l'alignement des chromosomes le long de la plaque métaphasique au cours de la méiose 1 qui va le déterminer. Et accrochez-moi bien les deux chromatides quand vous faites vos dessins. Okay. Donc là, je n'ai pas de brassage, je vais avoir 4 cellules. À partir de ces cellules-là, je vais récupérer, à partir de celle-là, je vais récupérer 2 cellules qui vont être petit a, petit b. À partir de celle-ci, je vais obtenir 2 cellules qui vont être grand A, grand B, donc que des cellules parentales. Et à partir de cette cellule-là, je vais obtenir 2 cellules qui vont être petit a, grand B. Et là, 2 cellules qui vont être grand A, petit b. Donc cette fois-ci, j'obtiens 4 cellules recombinantes. J'ai séparé les allèles petit a, petit b qui venaient des parents. OK? Donc j'ai 4 possibilités ici. Là, je vais avoir que 2 possibilités, sauf si j'ai des crossing over. Et si j'ai des crossing over, oui, là, je vais pouvoir mélanger les A et les B parce que, alors là, je vais changer de couleur, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. On va le faire en orange, par exemple. Très jolie couleur qui se marie bien avec le bleu. Si j'ai un crossing over ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, je ne vais pas obtenir ce résultat-là. Je vais obtenir 2 cellules. Oh là, très joli dessin. Vous remarquerez. Je sais pas comment j'ai fait ça. C'est pas beau, hein, les vieux et la technologie. OK. Donc 2 cellules, je vous disais. Une cellule qui va récupérer le chromosome petit a, petit b. Okay. Sur une chromatide et petit a grand B sur l'autre, puisque j'aurais fait ça, j'aurais suivi ce chemin-là. Et l'autre cellule qui va récupérer grand A, grand B, la chromatide dessinée en bas, et de l'autre côté, grand A, petit b, okay, en prenant ce chemin-là. Donc en faisant ça, qu'est-ce que j'obtiens derrière suite à la deuxième division de méiose? Je vais obtenir 4 cellules différentes qui ne ressemblent pas aux premières. Je vais avoir
une cellule qui est petit a, petit b, une cellule qui est, je vous présente quand même chaque fois un peu la structure du chromosome pour que ce soit propre, une qui est petit a, grand B, donc un gamète recombinant, une qui est grand A, grand B, et la dernière qui est, alors je suis un peu à écrire l'un sur l'autre, je suis désolé, grand A, petit b. Ok, donc encore un gamète recombinant. Donc j'aurai 2 parentaux et 2 recombinants. Si j'ai un crossing over, et seulement si j'ai un crossing over. Ce qui veut dire que si mes 2 gènes A et B sont très éloignés l'un de l'autre, okay, donc ça c'est fonction de la distance génétique entre A et B. Si les deux sont très éloignés, je vais avoir pratiquement toujours ce cas-là. Donc autant de gamètes recombinés que de gamètes parentaux. 50% gamètes recombinés, 50% gamètes parentaux. Si au contraire, mes 2 gènes sont proches, ok, j'arrive, ok, ça, je vais l'avoir, je vais avoir quelque chose qui va tendre vers 0% de recombinés et 100% de gamètes parentaux. Donc la distance génétique, elle va se situer entre 0 et 50. Okay, et quand je suis en intermédiaire entre ces 2 cas extrêmes, enfin, quand je ne suis pas à 50%, je dis que mes gènes ils sont génétiquement liés. Et là, si j'ai ce résultat-là, je dis que mes gènes ils sont génétiquement indépendants. Et ce qui est important à comprendre, c'est ce que je vais vous écrire tout en haut de la diapo. 2 gènes physiquement indépendants. C'est-à-dire que les 2 gènes ne sont pas sur les mêmes chromosomes. Donc ils sont génétiquement indépendants. Je ne sais pas si vous arrivez à me lire, mais vous êtes très fort si vous y arrivez. 2 gènes physiquement indépendants, ils sont génétiquement indépendants. 2 gènes génétiquement liés, ils sont physiquement liés. Puisque s'ils sont génétiquement liés, ça veut dire qu'on ne peut pas les séparer facilement. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être sur des chromosomes différents. Okay. Donc en bleu, ici, c'est génétiquement lié. En bleu, à droite, c'est physiquement indépendant. Et en jaune, eh ben, c'est le cas un peu compliqué. Je vais le remettre en jaune d'ailleurs. En orange. C'est un peu le cas compliqué, où c'est 2 gènes qui sont physiquement liés, mais génétiquement indépendants. En fait, ce sont 2 gènes qui sont sur le même chromosome, mais qui sont très distants l'un de l'autre, si distants qu'on va presque avoir toujours un crossing over entre ces 2 gènes. Okay. Donc dans ce cas-là, on aura une distance génétique qui sera égale à 50 unités de recombinaison. Je vais remettre en bleu. Alors que quand ils sont génétiquement liés, on aura une distance qui sera inférieure strictement à 50 unités de recombinaison. Et quand ils sont physiquement indépendants, et donc génétiquement indépendants, on retrouve notre distance qui est égale à 50 unités de recombinaison. Okay. Donc quand vous avez 50 unités de recombinaison, vous ne savez pas si vos 2 gènes sont sur le même chromosome ou pas, mais vous savez qu'ils sont génétiquement indépendants.
Cette distance, c'est une distance génétique. Est-ce que c'est plus clair? J'espère que vous allez me dire oui. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous refaire proprement à la maison, histoire de bien assimiler le concept, et qui était sur les... toutes les notions sont déjà écrites sur les diapos précédentes, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Si vous pouvez vous l'accaparer, ça peut être pas mal. Alors. Monsieur? Ouais, je vous écoute. J'arrive pas à bien lire ce qui est marqué sur la dernière ligne. C'est marqué 2 gènes physiquement liés mais génétiquement indépendants. Et après, le D égale... D égale 50 unités de recombinaison, UR. Unité. D'accord, UR, merci. c'est pour unité de recombinaison, ouais. Okay. Cette unité de recombinaison, je vous le rappelle, enfin, cette distance, on la calcule en faisant la proportion de gamètes recombinantes sur la proportion de gamètes sauvages. Enfin, pas sauvages, totales, pardon. La quantité de recombinants sur le total ou la proportion de recombinants qu'on multiplie par 100. C'est ça notre distance génétique. Est-ce que je peux effacer la diapo? Je vais regarder quand même le chat parce que je vois qu'il y a des messages. Ok. Je ne comprends pas la notion de gène. Alors, c'est Riyad qui dit « Je ne comprends pas la notion de gène lié ou indépendant ». Donc, physiquement lié ou physiquement indépendant, ça veut dire physiquement lié, c'est sur le même chromosome, physiquement indépendant, c'est sur 2 chromosomes différents. C'est-à-dire que la séparation de ces gènes va se faire le long de la plaque métaphasique par l'alignement aléatoire des chromosomes sur cette plaque métaphasique. La notion de génétiquement lié ou génétiquement indépendant, c'est juste une question de fréquence de gamètes recombinants. Et quand les gènes sont génétiquement liés, ça veut dire qu'ils sont sur le même chromosome, ils sont obligatoirement physiquement liés, parce que pour qu'ils soient génétiquement liés, il faut qu'on puisse difficilement les séparer les allèles de ces gènes. Okay. Je ne suis pas vieux, moi si je suis vieux, Julien. Mais c'est pas grave, hein. Il y a des avantages aussi à être vieux. Bientôt, j'aurai une carte de réduction pour le train. Je n'aurais pas dit mieux, Julien. Ah oui, bon, d'accord. Ok. Le crossing over arrive dans de rares occasions, on est d'accord. Du coup, on a beaucoup plus de possibilités de recombinaison des gènes. Je ne comprends pas vraiment votre commentaire, Maël. Donc, le crossing over, il arrive entre 1 et 2 fois par chromosome et dans chaque méiose. Ok. Plus la distance entre 2 gènes physiquement liés est grande, plus la probabilité d'avoir des crossing over est grande. Tout à fait, Noé. Même si cette proportionnalité entre distance physique et distance génétique n'est pas parfaite. Hein, ça dépend de la séquence de l'ADN qui va favoriser plus ou moins ces crossing over. Je peux dire ce qui est écrit en haut. Donc en haut, qui est le résumé, donc Audrey, 2 gènes physiquement indépendants, cela implique que les gènes sont génétiquement indépendants. Et on a une distance génétique de 50 unités de recombinaison. Ça, c'est la première ligne. Donc je redis, 2 gènes physiquement indépendants, ça veut dire que les 2 gènes sont génétiquement indépendants. C'est-à-dire qu'ils ont une distance génétique de 50 unités de recombinaison. Deuxième ligne, 2 gènes génétiquement liés, ça veut dire qu'ils sont physiquement liés. Et donc, on a une distance, là c'est le génétiquement lié qui l'implique, inférieure à 50 unités de recombinaison. Et la troisième ligne, en orange, je le redis aussi, 2 gènes physiquement liés mais génétiquement indépendants vont avoir une distance aussi de 50 unités de recombinaison. Donc, on voit qu'on a 2 cas où on a une distance égale à 50 unités de recombinaison. C'est quand on a des gènes qui sont indépendants, génétiquement, mais ils peuvent être soit physiquement liés, soit physiquement indépendants. Ok.
Et Maëlle, on peut remarquer que le brassage inter plus intrachromosomique, c'est une importante quantité de possibilités de recombinaison. Tout à fait, Maëlle, vous avez raison. C'est ça qui fait que deux êtres humains, quand ils peuvent avoir autant d'enfants que différents génétiquement, qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie. C'est le même ordre de grandeur. Il y a même plus de possibilités de différence pour nous. Donc c'est vraiment un chiffre qui est faramineux. Rien que le brassage interchromosomique, c'est incroyable le nombre de possibilités qu'on peut faire, puisque vous avez tous vos chromosomes en double, donc vous avez 2 puissance 23 gamètes possibles, même si on enlevait les crossing over. Donc c'est assez énorme. Ok, alors je vais effacer les dessins. Hop, s'il veut bien. Il ne veut pas tout effacer, mais c'est pas très grave. Ok, continuons. Il faut que j'enlève mon petit crayon. Alors, on va appliquer ça chez la levure. On va croiser deux levures, une mat alpha, une mat A, donc qui sont forcément haploïdes. La première, elle est de phénotype met- gal-, c'est-à-dire incapable de fabriquer de la méthionine et incapable de consommer du galactose. Donc, elle est à la fois mutante de production de méthionine et mutante de consommation de galactose. Et puis, on la croise par une levure qui, elle, est met+, gal+, donc sauvage, capable de fabriquer de la méthionine et capable de consommer du galactose comme source de carbone. Ok. On prend la colonie qui est en noir, on les mélange dans un milieu, et puis on va récupérer des diploïdes. Alors là, encore une fois, il y a celle-là qui est en noir, mais il n'y a aucune raison de la mettre en noir particulièrement. Comme ça. Et après, on va essayer de faire un test de dominance en testant sur différents milieux. Alors, je vous laisse réfléchir 2 secondes, un petit peu plus, au milieu que vous allez utiliser sur les différentes boîtes de pétri, sur les 5 boîtes de pétri que vous voyez ici, et puis dans le milieu liquide. Alors, pour la maths A, Nolwenn nous dit du M0. Donc, pour la maths A, du M0, bah oui, elle est sauvage. Donc, on peut lui mettre du M0, effectivement. On pourrait même lui mettre du M0 gal, entre parenthèses gal. Parce que comme ça, on est tranquille, on est sûr qu'elle est bien gal+. Donc, c'est pas plus mal. Pour la mat alpha, Massina suggère du M0 plus méthionine. Ben, on est d'accord qu'on est obligé de lui donner autre chose que du galactose à celle-là. Donc on va lui mettre du glucose, on va lui prendre du M0 et on va lui rajouter de la méthionine parce qu'effectivement, sinon elle sera incapable de former une colonie. Donc pour milieu qu'on va utiliser ici, on va utiliser le milieu en liquide et pour sélectionner les diploïdes, un milieu qui est non sélectif, donc on va utiliser du M0 plus meth, le même que celui qui est ici. Ok. Et pour les répliques, donc là je vous le mets, hein, M0 plus met, M0 égale. Là, on veut que tout le monde soit capable de former une colonie. Alors, en fait, surtout, on veut que tout le monde survive dans le milieu liquide. On va utiliser un milieu qui permet la survie et la prolifération des mat A et des mat alpha, et du diploïde dont on ne connaît pas le phénotype. Donc M0 plus méthionine, on est tranquille, tout le monde sera capable de former des colonies. Qu'on soit gal plus ou gal moins, met- ou met+. On étale sur un milieu qui est sélectif, parce qu'on verra dans quelques semaines qu'on va rajouter d'autres mutations en fait, dans ces levures pour pouvoir sélectionner les diploïdes. Bon, on verra ça plus tard. Voilà. Comment je vais faire après pour identifier quel est le phénotype dominant? Est-ce que c'est gal- ou gal+ qui est dominant? Est-ce que c'est met- ou met+ qui est dominant? Là, je vais tester mon diploïde sur 2 milieux particuliers. Alors, le premier, on choisit... Nanana, nanana. Alors, Maël dit M0 gal plus met ou M0 pour test de dominance. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Okay. Le M0, il va me permettre quoi? Il va me permettre de tester la récessivité du phénotype met-. Si j'ai aucune colonie
capable de se former ici, ça veut dire que c'est le phénotype MET- qui est dominant. Parce que là, je ne teste pas du tout la nécessité de la capacité à croître en ayant que du galactose comme sucre, puisque j'ai du glucose. Par contre, comme je n'ai pas mis de méthionine, seuls les MET+ vont être capables de former des colonies. Donc si mon diploïde est MET-, il ne formera rien. Et ici, c'est le complémentaire. En M0 gal, il faut absolument être capable de consommer le galactose pour former une colonie. Et donc, je vais pouvoir tester si le phénotype gal- est récessif ou dominant par rapport au phénotype gal+. Et pour être sûr de se contenter juste de cet effet du galactose, on va mettre quoi? De la méthionine pour se débarrasser du problème d'être capable ou non de former une colonie en présence de méthionine. Enfin, en absence de méthionine dans le milieu, plus exactement. Ok, donc voilà les milieux qui vont vous permettre de faire votre test de dominance-récessivité. Ça, c'est pas si évident que ça. On va revoir un autre exemple. Vous avez un autre exemple d'ailleurs dans le diaporama que je vous ai partagé déjà lundi. Donc, vous pouvez essayer de vous exercer à ça. C'est le type de questions que je pourrais vous poser dans le prochain test. Alors, soit je vous le ferai dans le prochain test, soit je vous ferai les tests de Ki 2, soit les deux, je ne sais pas encore, mais je vous tiendrai au courant de toute façon. Et puis, on testera une chose dans le test du jeudi, et puis dans le test du lundi, on testera autre chose qu'on rajoutera. Ok. Monsieur, excusez-moi. Ouais, je vous écoute. Désolée de vous déranger, mais j'ai pas compris pourquoi sur mat alpha, la première souche, là, on met du M0 gal et pas tout simplement du M0. Sur le matin, vous voulez dire? Oui, le mat A, oui. Ouais. On met du M0 gal pour s'assurer qu'elle est bien gal+. Du M0 tout court, ça marche pas? Ben non, parce qu'elle pourrait être gal- aussi. Je pourrais avoir des mutants spontanés. Auquel cas, je vais être embêté. Si j'étais en M0 et que j'avais un mutant spontané gal-, il serait capable de former une colonie puisqu'il y a du glucose dans le M0. Donc, quand je vais faire mon test derrière, je vais croiser une souche qui est gal- par gal-, je vais avoir un phénotype qui va me sembler être toujours gal-, et je vais en déduire que le phénotype gal-, il est dominant. Mais en fait, je n'aurais pas croisé par une souche qui est gal+. Donc, mais je comprends pas comment les maths A, elles peuvent être gal-. Les maths A, elles sont gal+, non? Elles sont gal+ au départ, mais si je ne maintiens pas une pression de sélection, je peux avoir des mutants spontanés qui apparaissent. Ok. Donc, pour être sûr de ce qu'on teste, on met la pression de sélection là où on peut. C'est le principe. Monsieur? Oui, je vous écoute. Et du coup, le mutant M0, le mat A MET+ gal+, il peut proliférer sur du M0? Oui, il peut proliférer sur du M0, mais encore une fois, il peut y avoir des mutants spontanés gal- qui apparaissent dans cette souche, et je ne serais pas capable de les identifier si je les cultive en M0. Donc c'est pour ça que je les cultive en M0 gal. D'accord. Okay. Il y avait une autre question, j'ai entendu une voix d'homme aussi. C'est ça. Moi, je voulais savoir comment vous savez, comment on fait pour savoir. Au début, là, vous nous avez dit qu'il n'était pas capable de consommer du galactose et de produire du méthionine. Voilà, méthionine. Voilà. Mais comment vous savez qu'il va consommer ou produire ou l'inverse? Alors, je vous le redis, j'avais déjà dit, mais je vous le redis parce que c'est important. Quand vous allez vous intéresser à des sucres, ces levures, elles ne sont pas capables de fabriquer des sucres. C'est juste une source de carbone. Ouais, c'est juste une source de carbone qu'on met dans le milieu et qui leur permet ou non de proliférer. Okay, donc ça va être, si on a un gal-, un arabinose-, un maltose-, etc., ce sera forcément des mutants de consommation. Ouais, de catabolisme. Et du coup, à partir du moment où c'est plus un sucre, ce sera des mutants de production. À partir du moment où c'est un acide aminé ou une base, purique, pyrimidique, ça sera un mutant de production parce que normalement, les levures, elles sont capables, Cerevisiae est capable de fabriquer ces 20 acides aminés et ces 4 bases. Ok, merci monsieur. Je vous en prie. La question ne se pose pas, évidemment, encore une fois, si on testait la résistance à un phage, la résistance à une drogue, etc. Ce ne serait pas la même question
ce serait plus des histoires de sensibilité-résistance, ce ne serait pas des mutants de production ou de consommation. Ok. Donc, une fois que j'ai déterminé quel phénotype est dominant ou récessif, faut que je surveille quand même l'heure. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma sporulation. Et je vais utiliser un milieu qui est non sélectif, encore une fois, de manière à permettre la croissance de tous les spores. Et c'est ce que vous voyez ici, où j'ai mis sur M0 plus MET, donc le même milieu qu'ici. Un milieu qui est quand même pauvre, un milieu de sporulation qui est quand même pauvre en sucre, ce qui va pousser la levure à former des méioses, enfin à faire une méiose, et à former donc des spores. J'obtiens 136 spores ici. Je vais faire ensuite des répliques de cette boîte qui est en M0 plus méthionine sur 3 milieux, pardon. 3 milieux qui vont me permettre d'identifier les phénotypes. Alors, je vous l'ai mis ici de manière relativement simple. Pour la première fois, je vous l'explique comme ça. On reverra un exemple lundi. Et quand on reverra le deuxième exemple, je vous demanderai de choisir les milieux, vous. Okay. Donc, ne regardez pas, ne trichez pas, ça n'a aucun intérêt. Votre première réplique, elle va être sur M0 gal plus méthionine. M0 entre parenthèses gal plus méthionine. Donc ça va permettre quoi? D'identifier le nombre de spores qui sont gal plus. Je vais faire aussi une réplique sur M0 met, enfin sans méthionine. Donc là, je vais identifier les met plus. Et puis enfin, je vais faire une réplique sur M0 gal qui va me permettre, sans méthionine, qui va me permettre d'identifier les met plus gal plus. Ok. Donc j'ai les gal plus, j'ai les met plus, j'ai les met plus gal plus, et en haut, sur les 136 spores, j'ai l'ensemble des levures. Donc, je vais pouvoir en déduire, en regardant la différence entre les met plus et les met plus gal plus et les met plus, combien il y a de gal moins. Entre les met plus gal plus et les gal plus, combien il y a de met moins gal plus. Et puis, entre l'ensemble de ces combinaisons et les 136 là, je vais pouvoir en déduire combien il y a de met moins gal moins. Okay. Donc, j'ai 37 qui sont met plus gal plus. Oups, j'ai été un peu trop vite, pardon. Okay. J'en ai 136 en tout, moins... Alors, je vais le refaire autrement, je vais le faire avec un crayon, excusez-moi, parce que là, sinon c'est incompréhensible mon truc. Okay. Là, j'ai 37 met plus gal plus. Si j'ai 71 gal plus, qui soit met moins ou met plus, j'ai combien de met moins? Je vais reprendre la tablette parce que j'écris quand même mieux avec la tablette. On ne dirait pas comme ça, mais... Oups, pardon. J'ai combien de met moins gal plus? C'est simple, les met moins gal plus, c'est toutes les gal plus, elles sont 71, moins les met plus gal plus. Donc moins 37. Donc ça me dit 34. Maintenant, j'ai combien? Alors j'ai les met moins gal plus, les met plus gal plus, on va s'intéresser au gal moins. J'ai combien de met plus gal moins? Alors, c'est difficile à dire. En fait, je sais que des met moins, des gal moins, hop, je ne mélange pas trop les pinceaux, les gal moins, du coup, c'est toutes celles qui ne sont pas gal plus, donc c'est 136. Oh là là, j'écris comme un cochon, je suis désolé. 136 moins 71. Donc 136 moins 71, ça m'en laisse 5, ça m'en fait 65. C'est pas possible mon truc, je me suis planté quelque part. Je sais pas où je me suis planté, mais je me suis planté quelque part. Ah bah oui, je suis bête. Les met plus gal moins, en fait, c'est les met plus, donc elles sont 70, moins les met plus gal plus, qui sont 37. Voilà. Donc ça fait 33. Oubliez ce que j'avais écrit en haut, c'était n'importe quoi.
Et donc, celle qui manque, c'est, j'ai les mètres plus égale moins, les mètres plus égale plus, les mètres moins égale plus, il me manque les mètres moins égale moins, c'est les 136 que j'avais au total, moins les 34 qui sont ici, moins les 33 qui sont ici, moins les 37 qui sont ici, donc ça m'en laisse 32. Donc, vous voyez, de cette manière-là, merci Elisabeth pour votre aide, vous voyez que de cette manière-là, j'arrive à obtenir l'identité de tous les, le nombre de levures qui ont les différents phénotypes. Riyad n'a pas compris. J'y reviendrai la semaine prochaine, je vous laisse regarder la diapo. Parce que là, il me reste 3 minutes, je voudrais finir cette idée avant de passer à la suite. J'efface ça. Ok, hop. Donc, première question qu'on va se poser, on va toujours se poser les mêmes questions. Hein. La génétique, c'est comme un algorithme, un ordinateur pourrait le faire tellement c'est bête. La souche mutante est-elle mutée dans un seul gène, c'est-à-dire un gène qui serait pléiotrope, dont la mutation aurait à la fois un effet sur la croissance en absence de méthionine et en présence de galactose, comme seule source de carbone. Donc, pour répondre à cette question-là, si j'ai qu'un seul gène, eh ben, je devrais avoir toujours les phénotypes parentaux associés. Okay. Pourquoi ça ne défile pas mon truc? Voilà. Et effectivement, j'ai 4 phénotypes différents. Donc, si j'ai 4 phénotypes différents, pourquoi on se pose cette question? Parce que c'est la plus simple. Les deux souches, elles diffèrent que par un gène, pour les caractères qui m'intéressent. Donc, c'est la question, c'est l'hypothèse la plus simple. Là, je peux la rejeter parce que je n'ai pas deux phénotypes, gal plus, mètre plus, ou mètre moins, gal moins. Si c'était une seule mutation qui créait cette différence-là, ça serait toujours, le mètre moins serait toujours associé au gal moins et le mètre plus toujours au gal plus. Or, ce n'est pas le cas, j'ai 4 phénotypes. Donc, je n'ai pas une ségrégation de 2. 2 spores, mètre plus, gal plus, 2 spores, mètre moins, gal moins. Okay, j'ai 4 types de spores différents qui plus est, ont l'air d'être équiprobables. Ok. Donc, la question la plus simple qui suit, c'est est-ce que les deux souches diffèrent uniquement de 2 gènes? Un concernant le phénotype gal plus, gal moins, un concernant le phénotype mètre plus, mètre moins. Et bien là, on prend exactement la même procédure qu'avant. On va se demander si j'ai une ségrégation de 2 quand je vais m'intéresser qu'à un seul caractère. Je sais pas ce que je fais. Ok. Et là, effectivement, qu'est-ce qu'on observe? On a autant de mètre plus que de mètre moins, 69 contre 67. Et on a autant de gal moins que de gal plus, 65 contre 71. Alors, je dis autant, on va faire les tests de Ki2 la semaine prochaine pour le vérifier. Hein. Mais si on considère que c'est bien autant, ça veut bien dire qu'on a une ségrégation de 2, 50% de spores qui sont mètre plus, 50% de mètre moins. Donc, un seul gène muté qui explique la différence par rapport au caractère croissance en absence ou en présence de méthionine, en absence de méthionine chez la levure. Et puis, un seul gène muté qui explique la différence entre les deux souches pour le caractère galactose plus ou moins. Donc ça, vous voyez, c'est toujours la même chose. Et du coup, j'en arrive à la conclusion, le diploïde, il est A-, B- sur A plus B+, A- étant l'allèle muté, et puis A+, l'allèle sauvage pour le gène qui gouverne le phénotype méthionine plus ou moins, et B étant le gène impliqué dans le contrôle du caractère galactose plus ou moins. Okay, donc, qu'est-ce que j'observe? J'observe 33 plus 34 recombinés et 32 plus 37 parentaux. Donc, ça me fait 67 recombinés sur 136. Les deux gènes semblent génétiquement indépendants. J'ai la même quantité de parentaux que de recombinés. Maintenant, est-ce que les deux gènes, donc ils sont génétiquement indépendants, mais est-ce qu'ils sont physiquement liés? Là, j'en sais rien. Je ne peux pas le savoir comme ça. Okay. On verra que chez la levure, chez la drosophile, il y a un petit truc qui nous aidera à trancher, mais chez la levure, on ne peut pas. Voilà où je voulais vous emmener ce matin. Il est 12h21. Alors, je reprends quand même vos commentaires.
Zoé. Après une ségrégation de 2, du coup, on retrouve les génotypes parentaux pour ces gènes. Je ne suis pas sûr de ma formulation de phrase. Je ne suis pas sûr non plus. Donc, après une ségrégation de 2, s'il n'y a qu'un seul gène qui est impliqué et que ce gène il est pléiotrope, eh ben, s'il y a une seule mutation, je vais revenir en arrière. Je suis désolé parce que j'ai cru faire un truc intelligent, mais j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Imaginons la première levure ici, elle est mutée petit a et celle-là, enfin A- et celle-là, elle est A+. Mon diploïde, il est A- sur A+. Quand je vais regarder la descendance, les spores, elles récupéreront soit A-, soit A+. Donc, j'aurai que 2 phénotypes possibles. A-, c'est mètre moins égale moins. Donc, j'aurai normalement 50% de mètre moins égale moins. Et puis, A+, c'est mètre plus égale plus. Donc, je devrais avoir 50% de mètre plus égale plus. Le fait de voir apparaître des mètre moins égale plus et des mètre plus égale moins me démontre que je n'ai pas un seul gène impliqué. Donc, ça, c'était pour répondre à la question de Zoé. Ok, nickel. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette diapo? Enfin, ou sur ce qu'on a vu aujourd'hui. On n'a pas été très très loin avec les réponses au QCM. Mais bon, moi, mon but, encore une fois, c'est pas de vous amener le plus vite possible, le plus loin possible. Mon but, c'est de vous amener tous, surtout. Non? Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous dis bon appétit et on se retrouve lundi après un bon week-end bien mérité pour revoir un autre exemple de croisement, exactement le même genre de principe. Monsieur, Ouais, je vous écoute. excusez-moi. Si en fait j'ai une question, est-ce que vous pouvez revenir sur la diapo là où il y a toutes les boîtes de pétri? Ouais. S'il vous plaît. Je vous en prie. Je remonte. Au niveau des répliques, donc les deux tests de répliques, enfin les deux répliques qu'on fait pour faire les deux tests de dominance, est-ce que vous pouvez réexpliquer